Et maintenant, c'est le moment de notre dernière conférencière de la session. C'est l'étudiante Yanni Lavoie. Elle a fait sa maîtrise à l'UQAC sous la supervision d'Hubert Morin et moi-même. Et elle va nous parler sur qu'est-ce qui se passe avec les semis pendant une période d'épidémie de tordus de bourgeon de l'épinette. D'accord. Merci, Miguel. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Oh, attendez, j'ai un petit bug. OK. La forêt boréale est présente sur une grande superficie mondiale. Elle couvre 14 de la surface terrestre et 28 de la forêt boréale est localisée au Canada. La forêt boréale est caractérisée par une dominance de peuplement de résineux et au Québec, c'est surtout les peuplements de faissières qui vont dominer. Les perturbations anthropiques et naturelles sont des facteurs vraiment importants qui vont avoir un rôle dans la modification de nos paysages forestiers, mais aussi dans le processus de renouvellement des peuplements. Ces perturbations doivent être vraiment considérées de manière interactive et complémentaire lors de l'aménagement du territoire. C'est pourquoi notre étude se consacre sur deux des perturbations les plus fréquentes qui touchent le Québec. Pour ce qui est des perturbations anthropiques, nous avons décidé de traiter des coupes forestières puisqu'elles ont été présentes de manière intensive sur notre territoire. Entre 1990 et 2016, il y a 7 millions d'hectares de forêts qui ont été coupés et 78 de cette surface-là ont été coupées en utilisant la coupe totale. Lorsque je dis coupe totale, ici, je parle surtout des CPRS. Cette technique-là consiste à couper entre 90 et 99 de la surface marchande présente dans un peuplement. Si vous voulez voir un peu à quoi ça peut ressembler, sur ma diapo, on peut voir une forêt non aménagée. Et maintenant, à quoi ça ressemble après une coupe totale. L'utilisation massive de cette technique a eu beaucoup d'effets négatifs, qui sont de standardiser l'âge des peuplements, uniformiser aussi la composition des peuplements, réduire le couvert végétal, favoriser les jeunes peuplements et défavoriser la présence de vieilles forêts. Tout ça a mené à beaucoup d'enjeux qui ont permis de développer des nouvelles techniques d'aménagement forestier, qui sont l'aménagement forestier écosystémique. L'AFE permet l'aménagement de la forêt en réduisant le contraste qu'il va y avoir entre les forêts non aménagées et celles des forêts aménagées. Pour ce faire, ce sont surtout les coupes partielles qui sont utilisées pour aménager le territoire. Si on veut faire une petite comparaison avec les coupes totales, on peut voir encore ici sur mon image une forêt non aménagée et maintenant à quoi ça ressemble après une coupe partielle. Il existe plusieurs types de coupes partielles et en général, ça va récolter un moins grand volume de bois que pour les coupes totales. Ça va permettre de conserver un couvert forestier fermé, de réduire la croissance des espèces intolérantes à l'ombre, comme les feuillus. Ça va aussi favoriser la croissance de la régénération en sous-couvert et ça va aussi permettre une croissance progressive de la régénération. Pour ce qui est des perturbations naturelles, nous avons décidé de traiter de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qui est le plus grand défoliateur de la forêt boréale. C'est une espèce indigène à nos forêts et c'est aussi un grand ravageur. En 2019, il y a 9 millions d'hectares de forêts qui ont été touchés, ce qui représente une augmentation de 1,5 million d'hectares comparativement à 2018. En phase non épidémique, là, il va toujours avoir une petite quantité de larves présente dans le peuplement. Mais c'est vraiment en phase épidémique où là, la quantité de larves va augmenter et c'est là que ça va devenir ravageur. Les épidémies sont cycliques, d'une fréquence entre 30 et 40 ans et sont généralement d'une durée de 10 ans. Mais il y a beaucoup d'études qui ont démontré que la fréquence va être de plus en plus fréquente, dans le fond. Il va y avoir beaucoup de facteurs qui vont jouer dans l'intensité de la défoliation au sein d'un arbre et des peuplements. Le premier, c'est l'espèce d'arbre. Le sapin baumier, c'est l'hôte préférentiel de la tordeuse. Ensuite, il y a aussi l'épinette blanche, puis l'épinette noire. Nous avons décidé de parler pour notre étude du sapin baumier et de l'épinette noire. Dans un même ordre d'idée, il y a aussi la composition des peuplements qui vont jouer un rôle important pour la défoliation. Dans le fond, plus il va y avoir de sapins dans le peuplement ou d'espèces hôtes, et plus l'intensité de défoliation va être sévère. Un autre facteur important à prendre en considération, c'est aussi le stade de développement, puisque la composition du feuillage des jeunes arbres est composée en plus grande proportion d'éléments comme le tanin, qui va réduire la qualité nutritionnelle des semis. En étant plus sujets à la défoliation, les arbres matures font aussi beaucoup plus l'objet d'études que pour ce qui est des semis. Il y a d'autres facteurs qui vont aussi jouer un rôle important dans l'intensité de la défoliation, comme la hauteur, la densité du peuplement et la localisation du semis dans un peuplement.
Tout ça va jouer un rôle dans l'accessibilité des ressources et aussi l'effet protecteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est important de savoir qu'il va y avoir deux patrons de déplacement de la larve. Le premier, c'est des déplacements verticaux qui se fait par gravité du haut vers le bas de l'arbre. Donc, les semis plus grands et les arbres matures sont généralement pourvus d'une plus grande surface foliaire. Donc, la larve qui se retrouve généralement au sommet de l'arbre va être interceptée par le feuillage plus bas avant d'être interceptée par les semis qui se retrouvent en sous-couvert. Donc, ici, il va vraiment avoir un effet de protection. Ensuite, il va avoir aussi le déplacement horizontal qui se fait par le vent. Et généralement, les larves, quand le peuplement est dense, la larve va parcourir une moins grande distance parce que la larve va être interceptée par les autres arbres matures qui se trouvent près de l'arbre d'origine. Donc, les semis en sous-couvert, ils vont être protégés dans cette situation-là. Mais qu'est-ce qui arrive si on coupe les arbres ou si la forêt est moins dense? Bien, la larve va parcourir une plus grande distance, puis elle va être interceptée par les semis, plutôt que d'être interceptée par la forêt qui est juste plus présente, finalement. Et les semis en sous-couvert vont toujours être un petit peu protégés de cet effet-là. Un autre élément à prendre en considération, c'est l'accessibilité. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? C'est que le papillon, lorsqu'il va pondre, mais la femelle papillon, quand elle va pondre, elle va généralement sélectionner des emplacements qui sont faciles d'accès pour elle, mais aussi qui sont bien exposés au soleil. Donc, en général, elle va sélectionner des emplacements au sommet des arbres matures, mais aussi au sommet des arbres, des semis qui sont accessibles pour elle. Donc, encore une fois, les semis en sous-couvert vont se trouver protégés. Mais quand il va y avoir une coupe ou que le peuplement est moins dense, ben, la femelle va encore sélectionner les arbres matures qui sont présents, mais elle va aussi sélectionner les semis qui sont, cette fois-ci, plus accessibles pour elle. Donc, les semis en sous-couvert dans cette situation-là vont être encore un petit peu protégés. En sachant que la régénération est un élément clé dans le renouvellement des forêts, ça devient vraiment crucial de le mettre en priorité dans les études et de connaître les éléments qui jouent sur sa survie. Donc, c'est pourquoi c'est important de connaître l'interaction que vont avoir les coupes forestières et les épidémies de tordeuses et bourgeons de l'épinette sur la sévérité de défoliation occasionnée sur les semis. Les objectifs de notre étude ont été d'évaluer la défoliation des semis selon le type de coupe, de la composition du peuplement, de l'espèce, de la hauteur et aussi de la localisation du semis dans le peuplement. Comment on a fait? Bien, on a sélectionné une zone dans la Côte-Nord qui a récemment été affectée par la tordeuse. Pour les peuplements, comment qu'on a fait? On est allé selon deux critères principaux. Le premier était la composition du peuplement. Donc, nous avions deux types de composition de peuplement, les peuplements purs d'épinettes et les peuplements mixtes d'épinettes et de sapins. Ensuite, le deuxième critère qu'on a utilisé a été la méthode de coupe. Donc, pour chacun des types de composition de peuplement, on a sélectionné des peuplements qui avaient subi de la coupe totale et de la coupe partielle. Pour chaque traitement, on a 5 réplications pour un total de 20 sites. Pour chacun des sites, dans le fond, de coupe totale, on a fait 2 transects, puisqu'on voulait avoir vraiment une réplication du gradient de distance. Pour ce qui est de la coupe partielle, on voulait avoir des réplications, des positions dans le peuplement, donc c'est pour ça qu'on a fait uniquement un transect. Les 2 transects mesuraient 30 mètres par 2 mètres. Puis pour chacun des sites qu'on a eu, on a aussi fait un transect dans la forêt non coupée de 10 mètres par 2 mètres. Pour chaque semis qui était présent dans ces transects-là, on a déterminé la composition du peuplement, le type de coupe, l'espèce, la hauteur, la position pour ce qui est de la coupe partielle et de la distance pour la coupe totale. Puis on a aussi évalué la défoliation globale. Pour la défoliation globale, on a vraiment estimé, dans le fond, le feuillage qui avait été atteint versus le feuillage total, dans le fond. Pour ce qui est de nos résultats, on a trouvé en gros que les sapins baumiers étaient beaucoup plus défoliés que les épinettes noires. Mais ça, on s'en attendait puisque le sapin baumier, c'est l'hôte préférentiel de la tordeuse. Vu qu'on avait aussi des grands écarts entre le sapin et l'épinette, on a vraiment décidé de séparer les deux espèces pour les analyses pour ne pas avoir d'influence, parce que dans le fond, le sapin était vraiment défolié, l'épinette vraiment moins défoliée, ce qui est normal. Mais on a vraiment voulu les séparer pour avoir des meilleurs résultats. Pour ce qui est de la composition des peuplements, on a découvert, on n'a pas découvert vraiment, mais on peut affirmer que nos semis présents en composition mixte de sapins et d'épinettes sont beaucoup plus défoliés que ceux des peuplements purs d'épinettes.
Puis en général, pour les 2 espèces en composition mixte, sont 2 fois plus défoliés que pour nos peuplements purs d'épinettes. Ça peut être expliqué par le fait qu'il y ait plus de sapins baumiers dans le peuplement mature qui se trouve à côté. Pour ce qui est de la méthode de coupe, on a trouvé que tous les semis des 2 espèces présents dans les coupes totales sont plus défoliés que les semis en coupe partielle. Pour l'épinette noire, les semis présents en coupe totale sont 3 fois plus défoliés que ceux présents en coupe partielle et les sapins baumiers sont 2 fois plus défoliés qu'en coupe partielle. Ça peut être expliqué par le fait qu'en coupe totale, il y a beaucoup moins d'effets protecteurs que pour la coupe partielle, dû par la bande de forêt résiduelle. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, on peut encore confirmer que plus le semis est haut, plus il va être défolié. Ensuite, pour ce qui est de la distance, pour nos épinettes, on a trouvé que, en coupe totale encore, on a trouvé que nos semis présents dans le contrôle sont moins défoliés que les autres gradients de distance. Ensuite, pour ce qui est du sapin baumier, les semis loin sont plus défoliés que les autres semis. Par contre, on ne peut pas vraiment, au départ, on voulait vraiment avoir un beau gradient de ceux-là qui étaient près, ils étaient moins défoliés, ceux-là qui étaient loin, ils étaient plus défoliés, mais on n'a pas été capable de démontrer ça. Mais ce n'est pas grave. Pour ce qui est de la position pour les coupes partielles, on a trouvé pour l'épinette noire que les semis présents en bande résiduelle étaient plus défoliés que les autres positions. Puis, les semis localisés dans le sentier étaient moins défoliés. Pour ce qui est du sapin baumier, on a découvert que ceux présents dans le contrôle sont moins défoliés que les autres. Et ceux présents en bande résiduelle sont plus défoliés. Encore une fois, on n'a pas pu démontrer vraiment clairement qu'il allait avoir une influence de la position sur la défoliation des semis, parce qu'il y a d'autres facteurs qu'on n'a pas vraiment pensé au départ, qui sont vraiment importants aussi. Fait que c'est pas grave. La régénération est vraiment un processus crucial pour le renouvellement de nos forêts. C'est pour ça que c'est vraiment important de voir quel impact va avoir en tout cas, les perturbations anthropiques sur la défoliation. Et notre étude a vraiment permis de montrer qu'il va y avoir une influence du type de coupe et aussi de la composition du peuplement dans la sévérité de défoliation. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire notre article qui est sorti le mois dernier. Donc, voilà. Merci. Merci, Yanni, pour la belle présentation. Et maintenant, on commence la période de questions. J'aimerais que tous les conférenciers allument son appareil, son caméra. Et bravo à tous pour la belle présentation. J'invite à toutes les personnes participantes et assistantes à écrire sur le chat les questions qu'on pour les conférenciers ou que lèvent la main sur l'application. OK? Est-ce qu'on a des questions déjà? Vous pourrez... Personne n'a des questions? Oui, il y a une question de Clémence. Clémence Boisban. Oui, c'est moi. Bonjour. Je vais mettre la caméra. Oui, j'avais une question. C'était pour Florian. Je voulais savoir, en fait, les résultats, est-ce qu'ils étaient significatifs? Parce que je ne voyais pas de petite étoile au-dessus des graphiques. Oui, en fait, c'est que ça dépend. Là, j'ai utilisé une approche bayésienne. Donc, tout ce qui était présenté était significatif, entre guillemets. Donc, l'intervalle de crédibilité était différent de 0. D'accord, ok. Parce que ça avait l'air très, très proche. Donc, je me disais, est-ce que l'augmentation est si importante que ça? Donc, merci pour ta réponse. Et bravo à toutes les présentations. C'était assez impressionnant. Donc, ça met la barre assez haute pour l'année prochaine. Et oui, l'année prochaine sera toi, Clémence. Merci. Tim Ward a aussi une question, je pense. Oui, j'ai juste une question pour Pierrick. Pierrick, si tu peux refaire votre expérience, en termes de in idiopathic constraint, qu'est-ce que tu vas changer? Je suis pas sûr de comprendre la question. Tu
peux la reformuler peut-être? Peut-être je vais mettre plus de contexte. Like, moi, je trouve que le period, like, j'apprécie beaucoup que tu cibles la réponse de saproxylique court terme rapidement après le coup. Oui. Et dans le dans le period que tu vu, c'est vraiment monochemus qui est toujours là. Est-ce que tu penses, like, si j'ai un intérêt pour voir la dynamique de décomposition des choses comme ça, et je vais prolonger votre expérience, c'est quoi le période important? Est-ce que j'ai besoin de continuer ça pour 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et selon vous, où est le mine d'or de diversity ou de complexity pour... C'est très variable parce que l'échelle de décomposition, tu vas vraiment de l'arbre, au moment où il meurt, même quand il est mourant, il commence entre guillemets à rentrer dans le stade de décomposition, puis ça va jusqu'à 25 ans, 30 ans, beaucoup plus. Donc si on veut regarder le gradient de décomposition sur toute sa longueur, il faut au moins faire des chronoséquences où je vais aller sur 30 ans, j'irai plus, mais on peut le faire plus rapidement en prenant juste la même essence à des stades de décomposition différents pour les mêmes conditions, puis voir quelles sont les communautés qui vont coloniser. Mais par exemple, moi, pour la période qui vient d'être coupée, on sait qu'après 2 ans, généralement, il y a un shift qui se passe, puis c'est d'autres communautés qui embarquent. Parce que moi, par exemple, elles sont très spécialistes de tout ce qui est issu sous-corticaux, le phloème, le xylème, puis ça se dégrade très très vite. Donc c'est des insectes qui vont l'utiliser tout de suite, puis une fois que eux sont passés, ils ont fait des galeries, ils ont amené des champignons, ils ont consommé ces tissus-là, et ils laissent la place à d'autres insectes. Après, moi, je ne sais pas où est le pic où il y a le plus de diversité en termes de saproxylique. Je sais juste que plus on avance dans la décomposition, moins les insectes sont spécialisés, entre guillemets, et plus on crée de micro-habitats dans le bois, parce qu'il y a d'autres insectes qui sont passés, ils ont créé des galeries, ils ont amené plein de micro-organismes. Donc, il y aura plus de diversité à un stade plus avancé de la décomposition que moi, j'ai observé quand l'arbre vient d'être coupé. Je ne saurais pas dire exactement à quel moment, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus loin, parce que plus l'arbre se dégrade et se décompose, plus il offre de micro-habitats, en fait, à des insectes qui vont être associés à des champignons, à des prédateurs, à des parasites, à des saprophages, etc. Cool, hey, merci beaucoup. Merci, Tim. On a aussi une question de Marc Bellis. Alors, Emma, excuse-moi, j'ai l'air d'avoir passé avant toi. Ce sera ton tour après. J'aurais une question pour M. Mézeret dans un premier temps. Vous avez fait des mesures 1 an avant et seulement 1 an après le traitement. C'était donc l'année avant le traitement et 3 ans après le traitement. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez échantillonné seulement sur une saison avant et une seule saison 3 ans après ou après le traitement. Oui. Et puis, j'aimerais savoir si vous avez vraiment une bonne idée des variations interannuelles qu'on peut observer dans votre système, puis voir jusqu'à quel point c'est représentatif de regarder ça seulement sur une échelle d'1 année. Moi, je travaille surtout en milieu agricole, puis je vois des fluctuations gigantissimes du point de vue annuel. Donc, je regarde vos résultats, puis je prends ça avec un grain de sel. Pouvez-vous me convaincre que c'est solide? En fait, là, on a vraiment, pour la majorité des espèces, très peu de différences, de variations entre années. Donc, après, c'est vrai que... comment dire, il y a certaines espèces qui vont vraiment, très fortement, qui ont très fortement augmenté sur les 2 années. Ensuite, là, nous n'avons pas vraiment pu avoir l'opportunité de faire davantage d'échantillonnage dans ce système-là à autre échelle. Donc, c'est vrai que je ne peux pas être complètement vous affirmer vraiment qu'il n'y a pas tant que ça de variations interannuelles. Je fais mon emmerdeur, mais sachez que j'apprécie énormément l'effort que vous mettez à faire ça. Je pense que la plupart des gens n'apprécient pas la difficulté de travailler avec des insectes en termes de simplement de la
difficulté de traiter les échantillons et du temps que ça prend. Cela dit, je pense qu'on aurait tout avantage à travailler sur des échelles temporelles beaucoup plus longues. Merci. Nous avons aussi une question pour Gianni Lavoie de Emma Desplan. Gianni, Emma t'a demandé. Je peux peut-être raffiner la question. Oui, s'il vous plaît. Je me demandais un peu l'âge des semis, la taille approximative. Puis la question peut-être plus profonde, c'est est-ce que tu penses que c'est vraiment un effet de la dispersion ou est-ce qu'il peut y aussi avoir des différences au niveau des ennemis naturels? Je vais commencer avec vos questions que vous avez mises sur le site. Là. En gros, on a sélectionné nos sites par rapport à l'année de coupe aussi. Fait que, nos semis ont grandi après la coupe, fait qu'on n'a pas vraiment l'âge exact. Et pour ce qui est de la taille, on a vraiment de 0, de 0, c'est pas 0, là, mais on a vraiment des mini à 1 mètre, à plus qu'1 mètre. Des fois, on avait des arbres de 2 mètres aussi. Là. OK. Qui ont donc quand même plusieurs années. Oui. Mais tu sais, ça, on ne l'a vraiment pas déterminé, puis ça peut faire partie des facteurs qui font en sorte que, qui peut jouer aussi dans la défoliation, là, mais ça, on l'a pas évalué. Puis pour votre autre question, qui est d'estimer la population de tordeuses, ça, on est vraiment allé par, ça, je ne l'ai pas dit, mais avant de sélectionner après avoir sélectionné nos sites par rapport à la coupe et au type de peuplement, on a aussi sélectionné nos sites pour qu'ils soient similairement défoliés par rapport au peuplement mature. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, là. Okay. Dans le fond, on a fait vraiment, on a fait des tests, on a évalué la défoliation globale du peuplement mature, puis on est allé aussi avec ça. Là. OK, mais vous avez fonctionné avec la défoliation. Vous n'avez pas essayé de compter des larves? Ou... Non. OK. Non, on avait utilisé concrètement les scars de défoliation et tous les sites, en théorie, avaient une défoliation sévère. Après, on a complété avec des mesures de drone pour estimer et avoir une donnée plus précise de la défoliation. Par rapport à l'année de semis, Emma, tous les sites sont des sites qu'après coupe de l'année 2010, alors ça, il y a 10 ans qu'on a été coupés, et il y a effectivement, comme Annie a dit, une gradation de différentes hauteurs, mais d'habitude, il y avait des sapins de 2 mètres et des pinets de 30 cm, 50 cm, mais il y avait de tout. Il y avait aussi des petits parce qu'il y a une gradation, non? En tout ça, mais a été une étude expérimentale qui encore nous amène à beaucoup de questions pour continuer. OK. Je pose la question, j'ai une étudiante qui travaille dans des plantations d'épinettes blanches en Abitibi qui regarde la défoliation. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a un poster. On va les visiter maintenant, une fois qu'elle va finir le période de questions. Donc, on va peut-être se revoir là-bas. Comment s'appelle, Emma? Comment s'appelle ton étudiante? Pamela Yataco Marquez. Parfait. OK. Il y a aussi une question pour Gianni d'Annabelle Mercier. Annabelle, tu voulais lui demander la question directement, donc ça sera plus interactif. Allô? Mais oui, je me demandais juste, les coupes que tu avais sélectionnées avaient environ quel âge? Parce que souvent, les semis ont sensiblement le même âge que la coupe. Là. Donc, je voulais juste me dire. Quel âge qu'il y avait, je ne me rappelle plus, mais ça fait... Dans le fond, là, on avait vraiment les coupes partielles et les coupes totales qui étaient coupées différemment parce que les coupes totales, ils n'ont pas été faits avant un certain moment. Mais il était, je crois que les plus vieux étaient de 2008. Oui, 2008-2010. Donc, c'était quand même assez jeune. Oui. Oui. J'ai aussi une question pour Pierrick. Pierrick, tu as parlé qu'il y a des insectes qui, effectivement, ont une influence très importante des facteurs climatiques comme la précipitation et la température. Tu sais qu'on est en train de vivre un moment de changement, de beaucoup de variabilité, Oui. de que le mois de mai, le Québec était la Floride. Et je te demande à toi si tu penses comment va être le futur ton cours d'abondance et si vraiment tu proposes maintenant que c'est le mois de juillet, lequel il ne faut pas laisser du bois, est-ce que tu penses que en un siècle sera pareil ou pas? Et comment la courbe d'abondance que tu as parlé va être décalée, va être plus grande, le pic va être où? Comment? J'aimerais que tu imagines pour un moment qu'est-ce que c'est le futur. Voilà, c'est ça. On va spéculer, dire où ce sera, c'est difficile, mais c'est sûr que déjà, je pense que si on restait sur mon site, il va y avoir un changement de la composition végétale parce que les feuillus
commence à remonter de plus en plus et les conifères sont de plus en plus confinés, je veux dire, plus au nord. Donc déjà, mes assemblages d'espèces, si on faisait ça dans un siècle, ils ne seraient pas les mêmes. Donc la réponse serait différente parce que moi, j'observe surtout des communautés qui sont associées à des milieux où les conifères sont majoritaires. Puis là, déjà, dans un siècle, ce serait très différent. Puis aussi voir si, là, on est sur une période où l'activité des insectes est très concentrée, du fait que les températures, il commence à faire chaud plus tard, la neige fond beaucoup plus tard, puis il commence à faire froid beaucoup plus tôt, donc ils ont tendance à concentrer leur période d'activité sur quelque chose de très court. Mais avec le réchauffement et les changements climatiques, on s'attend à ce que cette période, entre guillemets, de température haute augmente, puis à avoir peut-être des assemblages qui soient, pas avoir un pic, peut-être comme je l'ai là, sur une région où c'est finalement la spécificité d'avoir des insectes qui s'adaptent au climat. Mais quand la période est beaucoup plus longue, on va avoir plusieurs assemblages en fait qui vont se succéder dans la saison, plusieurs espèces. Il y a des espèces qui vont être plutôt hâtives, des espèces qui vont être plutôt de milieu de saison et des espèces qui sont plutôt tardives. Donc si je devais faire ça dans un siècle, pas les mêmes communautés déjà, parce que la composition végétale serait différente, et peut-être avec un pic qui serait moins marqué, parce que j'aurais différents assemblages qui se succéderaient au cours de la saison, qui seraient plus étalés. C'est comme ça que moi, je me le représente. Ok, bien. Mariano, tu as une question aussi? Oui, j'ai une question. En fait, c'est pour une des premières trois, n'importe lesquelles. C'est juste, moi, je suis curieux pour les processus d'identification des espèces de carabiidés. Comme c'est assez simple, ça demande beaucoup d'efforts vu que c'est un groupe très divers. Je me demande, est-ce que vous arrivez toujours au niveau d'espèces ou c'est assez complexe à ce niveau-là? Pour une des premières trois qui a travaillé avec des carabiidés, c'est une question générale. Pierre, tu voulais répondre? Je peux répondre, je n'ai pas travaillé sur les carabiidés en tant que tel, mais je peux répondre Ouais. sur le processus d'identification. Moi, je les ai identifiés moi-même, mais moi, c'est ma passion, je fais aussi ça sur mon temps libre. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Généralement, on essaye, ça dépend des ressources du laboratoire, mais d'avoir des personnes ressources qui repassent derrière les identifications. Après, je sais pas, les carabiidés sont quand même pas si compliqués à identifier, c'est pas les pires, à ma connaissance, surtout les adultes. Mais moi, ce qui est le plus difficile dans mon projet, par exemple, c'est tout ce qui est état larvaire. Pour identifier des larves, là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les critères morphologiques, souvent, à eux seuls, suffisent pas. Il faut de la biologie, puis si on en a les moyens, faire de l'ADN. Mais sur des insectes comme les carabes ou moi, les longicornes, par exemple, les adultes sont quand même relativement faciles à identifier, à part quelques espèces qui vont être très semblables. Mais s'il y a une personne ressource un peu plus experte dans le domaine, je sais que moi, dans mon laboratoire, par exemple, on a un taxonomiste qui repasse sur toutes les identifications. Okay, Moi, merci. je vais écrire un manifesto dans le chat pour expliquer les obstacles pour l'identification des insectes et comme ça. Je ne gaspille pas plus de temps avec ça, mais check dans le chat pour voir mon opinion en tout cas. Ok, merci. Je vais checker. Je pense qu'il y a aussi une dernière question. Patrick, tu pourrais demander directement à Yanni la question parce qu'on est en train de dépasser le temps. OK? Alors, sera ta question la dernière de la session. OK, merci beaucoup. Et merci bien pour la belle présentation, Jenny. Je m'excuse, je ne suis pas si fort en français actuellement, mais j'ai eu des questions parce qu'on sait qu'il y a le taux de développement des larves se diffère entre les positions dans un peuplement selon l'insolation, la température, etc. Puis je me demandais si il se peut que les différences en termes de ces régimes thermiques pourraient expliquer le niveau de défoliation simplement à cause de le taux de développement des larves. Puis par exemple les L6 sur les semis, mais juste les L2, L3 dans la région plus protégée. Donc, penses-tu que ces genres de dynamique pourraient expliquer les résultats que tu as trouvés? Mais ça pourrait, mais nos sites étaient proches physiquement.
il était maximum à 15 km. Déjà ça a réduit un peu le corps thermique, mais après, nos peuplements, ils étaient généralement là, similaires, je ne sais pas comment l'expliquer, là, côté visuel un peu, ils étaient similaires. Ils n'étaient pas trop dans les montagnes, ils étaient quand même cachés. Fait au sein des peuplements, ça se ressemblait quand même beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, plus ou moins, oui, mais on est conscient qu'il y a des différences micro à l'échelle d'un peuplement. Puis ces petites différences pourraient, on ne sait pas, mais j'imagine une autre expérience où on met les temperature loggers, des choses comme ça, dans la région coupée, ouverte, couverte, etc., pour identifier s'il y a des dynamiques de température qui pourraient affecter ces genres de dynamiques. Quand même, merci pour la réponse, c'était bien, et merci pour la présentation encore. Peut-être ajouter pour Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, Hubert. Oui, effectivement, c'est un bon point. Au niveau des microtopographies, on n'a pas fait de mesures spécifiques, mais ça peut possiblement expliquer une partie des résultats, effectivement. C'est quelque chose, on a le constat, là, mais on n'a pas tout mesuré les variables qui auraient pu expliquer ça, malheureusement. Il faut dire que c'était un projet de maîtrise qu'on avait 2 sessions d'échantillonnage, 2 étés. Les premières étaient sur les semis, les deuxièmes avec les drones. Et on n'a pas attendu tout ce type de résultats et on a plus de questions que quand on a commencé. Alors, on va voir la suite. Et je remercie à tous les conférenciers invités. J'avais plus de questions, mais pas grave, je demanderai ça plus tard à Florian et Laurent. Je vous invite maintenant à aller à la session d'affiches. Il y a beaucoup d'étudiants en train de présenter de super beaux projets. Je vous remercie de votre participation et vive l'EFF. On se voit bientôt. Merci à tous.